j'ai quand même vécu cette expérience un peu étrange d'avoir été pris en otage. Les traumatismes de guerre et les traumatismes qu'on a vécu, nous, les victimes des attentats du 13 novembre, sont des traumatismes hors langage. Après être sorti d'un événement aussi aigu, avec une violence inouïe, comme celui que j'ai vécu et mes camarades victimes ont vécu, on perd la faculté d'exprimer auprès de ses proches, auprès de notre entourage, à la fois notre souffrance, à la fois les choses qui sont touchées en nous, en fait. Moi, je ressentais une culpabilité monstre déjà d'en être sorti vivant et puis aussi d'infliger ça à mes proches. J'avais ce truc-là, le 14 novembre 2015, au lendemain du Bataclan, d'être en bas de la barre d'immeuble de mes parents et de me dire putain, je vais me faire engueuler, quoi. Il y a un peu ce truc, on se dit, en fait, on a fait peur à tout plein de gens, quoi. Et après les attentats, en réalité, ouais, je dormais, en fait, mon corps dormait, mais mon esprit dormait pas, quoi. J'étais extrêmement agité et ça a duré des semaines, voire des mois, voire même plutôt quelques années. Ce qui est intéressant, c'est que le trauma au début, il était, on va dire, toute l'année. Donc en 2016, c'était tout le temps, 2017, c'était tout le temps, 2018, tout le temps, puis en 2019, ça s'est un peu tari dans le sens symptomatologique, c'est-à-dire que j'avais moins de reviviscence, moins de cauchemars, moins d'hypervigilance dans les lieux publics, etc. Et ça se contenait de plus en plus à la période, on va dire, du mois d'août au mois de décembre, et puis ensuite c'était du mois de septembre, mois de novembre. Donc là, après, ça a fluctué selon les années. Il y a des années, c'est moins de temps, il y a des années, c'est plus compliqué. Le cerveau qui me dit, mais attends, il y a 10 ans, là, t'as pas vécu un truc un peu stressant, un peu aigu? Donc c'est une période difficile, en fait, qui est ponctuée de cauchemars, de reviviscence, de flash, d'insomnie. Je dors pas très bien en ce moment, en réalité. Après les attentats, moi, j'avais une peur bleue des rideaux de magasins, voilà, qu'on fermait, parce que je trouvais que le son des rideaux qui descendent ressemble au son des tirs d'une Kalachnikov. Je me disais, mais moi, je peux pas aller voir ma mère, je peux pas aller voir mes parents, parce que j'habitais chez mes parents à ce moment-là, ma copine, etc. Les gens souffraient autour de moi, parce qu'ils ont eu peur pour moi. Et même si j'en étais sorti, ils disaient putain, ils n'arrivaient pas non plus à avancer, à sortir de cet effroi dans lequel ils étaient. Et donc chez la psy, c'était différent. La première fois que je la rencontre, donc c'est quand même via les hommes de la BRI, qui sont la colonne, enfin les policiers qui m'ont sauvé ce soir-là, qui me disent que voilà, ils travaillent avec une psy sans vraiment me dire quel est son rôle ou quel était son rôle dans l'état-major de négociation ce soir-là. Moi, je l'ai appris bien après. Et quand je la rencontre, je commence par lui raconter le Bataclan. Voilà, je lui raconte vraiment les choses les plus sordides, les plus dures, celles qui m'ont le plus changé, en fait. Et je lui raconte notamment des choses que je ne raconte pas, en réalité. Parce que c'est dans ces choses que je ne raconte pas que se trouvent les fractures les plus difficiles dans ma psyché, dans ma vie, quoi. Et en tout cas, à ce moment-là, c'est comme ça que je le ressentais. J'étais face à quelqu'un qui était capable d'entendre, qui était non seulement capable d'entendre, mais aussi capable de déconstruire et de décomplexifier ce propos qui était extrême, en fait. Malgré le Bataclan, malgré le terrorisme, malgré le 13 novembre, il fallait vivre, en fait. Il fallait continuer à vivre.